Fred Savard avec vous pour un 35e épisode de la saison 5 de la balado. Épisode où on va prendre un petit pas de côté. C'est pour ça que j'ai une voix un peu plus posée. On va prendre un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'habitude et parler de santé mentale. D'une façon, je crois, qu'on n'entend pas souvent parler dans les autres canaux médiatiques. Évidemment, nous, on a le luxe du temps, vous le savez, et il y a des sujets, parfois, qui prennent du temps à se déployer, et on a ce luxe-là, et cet épisode-là va donc participer de cette démarche que je tente parfois de mettre de l'avant, de laisser aller des sujets et de les exploiter, en fait, de les laisser se déployer. Alors, c'est un épisode que j'ai organisé avec le projet collectif en inclusion à Montréal. Vous allez voir, là, c'est vraiment une réflexion intéressante sur le concept même de santé mentale, sur la maladie mentale, ce qui est une maladie, ce qui ne l'est peut-être pas, comment on peut l'apprivoiser, comment on peut le vivre différemment, et va se joindre à la discussion dès le début, Nathalie Plate, la chroniqueur au Devoir, qui est psychologue également, et qui aussi s'inscrit dans cette tentative de réfléchir autrement la santé mentale et le monde de la psychiatrie et de la psychologie. Voilà, j'ai un peu de difficulté même à décrire ce qui s'en vient, parce que, vous allez voir, c'est très riche, puis ça va toucher à beaucoup, beaucoup de domaines qui sont extérieurs à la psychologie et à la psychiatrie, mais on va toujours y revenir, parce qu'on parle de santé mentale, mais d'une autre façon, et c'est beaucoup grâce au projet collectif en inclusion de Montréal qui, au-delà du travail terrain, porte une réflexion qu'ils veulent se voir déployer dans l'espace public, et la balado va participer à ça. Alors voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonne écoute, installez-vous confortablement, et on se retrouve à la toute fin. Bon épisode. J'ai de la misère à mettre la table parce que je ne sais même pas si on peut dire santé mentale. On va le voir à la fin de l'épisode. David Castrillon Velasquez, bonjour. Et bonjour. Vous êtes le point de départ de cet épisode. Vous êtes, est-ce qu'on dit directeur général? Oui, c'est ça Du projet collectif en inclusion de Montréal. Oui. Parlez-nous de cette organisation. Et bon, c'est un organisme communautaire. Oui. On dit plus spécifiquement un organisme qui appartient à l'action communautaire autonome. Je pourrais expliquer, ça veut dire quoi? Oui, on va l'expliquer. Et bon, on est dans le domaine de la santé mentale. Et disons que si je parle de la mission, c'est la création d'espaces qui permet que les gens se rencontrent de façon inclusive. Oui. Donc, ça se fait par les biais des projets collectifs. Oui. On va créer des projets Ça collectifs. aussi, on va en parler tantôt. Okay. Mais il y a une réflexion derrière ça qui est intéressante, puis c'est pour ça que vous êtes là, puis c'est pour ça qu'on a organisé cet épisode-là avec le projet collectif en inclusion, qu'on va sûrement appeler au cours de l'épisode le PCIM, pour abréger. Mais vous n'êtes pas seul aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir Nathalie Plate. Bonjour. Bonjour Nathalie, vous avez accepté de partir de Sherbrooke pour venir sans savoir rien, je vous ai rien dit, mais je savais que vous alliez vous insérer dans cette réflexion. Donc, les gens vous connaissent évidemment si ils lisent Le Devoir. Vous êtes chroniqueuse depuis quelques années? C'est tout récent, là, 2021, septembre 2021. 2 ans. Vous êtes psychologue, donc formée à l'Université de Sherbrooke. Vous avez un doctorat en cours? Oui. En philosophie? Ben, en fait, en théologie même. C'est au Centre d'études du religieux contemporain. C'est l'ancienne faculté de théologie. Puis bon, pour parler de mon sujet, si ça vous intéresse, là, il combine philosophie, théologie et psychologie. Vous êtes psychologue clinicienne, toujours? Et vous êtes là aussi parce que je pense que vous représentez cette... je ne vais pas vous mettre de pression, cette voix VOIX qui tente de redéfinir un peu la pratique et la réflexion sur la psychologie. Est-ce que vous sentez que vous avez cette mission-là? Ou en tout cas, que vous jouez ce rôle-là? J'espère, disons, prendre une place effectivement dans cette mission-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de d'intervenants, tout intervenant confondu, qui pensent ça. Oui. Peut-être que pas tant que ça le disent. Et effectivement, c'est là que j'habite quelque chose qui pourrait être, je l'espère, de moins en moins rare. Il y a Nicolas Lévesque aussi qui le fait. Bien sûr. Qui est venu ici, à la saison 2, je crois. Et c'est drôle parce que et Nicolas Lévesque
dans votre cas, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de la psychanalyse, ou en tout cas des armatures théoriques entourant la psychanalyse qu'on retrouvait moins il y a quelques années? Oui, il y a un retour de la profondeur. Moi, c'est comme ça que j'aimerais le dire. C'est intéressant. On n'est pas juste des interfaces. Vous êtes à la bonne place. Oui, c'est ça. On aime ça ici. C'est pour ça que j'ai plongé. Oui, sans le savoir. Bien sûr, c'est intéressant aussi, c'est vivant. Oui, vos chroniques sont parfois confrontantes, justement parce que vous offrez une autre façon de voir la psychologie, très inclusive. Je sais que c'est un mot qui est galvaudé, mais très inclusive par rapport aux addictions, par rapport à des choses qui souvent vont être stigmatisées dans le discours public. Et vous, souvent, au contraire, j'ai l'impression que David aussi, ça vous rejoint. Non, il faut les repenser autrement, ces comportements-là qu'on dit hors normes. Bien sûr. Ben, je pense que ça fait partie du problème. La diagnostication, l'étiquetage, la réduction d'états humains extrêmement complexes à 2-3 mots qui devraient one size fits all, là, comme on dit. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Bon, là. on va sauter à pieds joints parce que vous ouvrez la porte. Bon, David, vous l'avez dit, le projet collectif en inclusion, il y a du terrain, il y a des choses concrètes, il y a des projets, on va en parler un peu plus tard, mais il y a aussi une réflexion que vous tentez d'amener sur la place publique. Évidemment, c'est plus difficile, j'imagine, du fait que le communautaire, c'est un secteur souvent qu'on prend pour acquis, mais qu'on ne donne pas beaucoup le micro. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Parlez-nous un peu de l'importance du milieu communautaire. Je veux qu'on le répète parce que vous m'avez déjà dit avant, quand on a préparé l'épisode, que le communautaire, c'est l'ami de la démocratie. Puis je trouvais que c'est une formule extraordinaire. Oui, en fait, c'est pas à moi d'inventer cette expression. Mais c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Alors prenez le crédit. Oui, mais c'est, disons, je veux prendre les paroles des Tsvetan Todorov. Ah oui. C'est quelqu'un qu'on mobilise beaucoup dans l'organisme. Et il disait, il y a des ennemis intimes de la démocratie. Avant, on parlait des ennemis externes. Oui. Après, il fait la réflexion sur des ennemis intimes. Donc, de là, je dis, mais il y a aussi des amis intimes de la démocratie, c'est-à-dire des organisations qui, par leur nature, vont être démocratiques et ils vont favoriser l'apprentissage de la démocratie. Donc, quand je suis arrivé au Québec, ça fait 12 ans, donc j'ai découvert qu'il y avait tout un secteur et que le Québec avait réfléchi dans ces termes et j'étais surpris parce que je n'avais pas, dans mes études antérieures, dans mes recherches, je n'avais pas trouvé un secteur assez fort et reconnu. Et quand je dis reconnu, avec l'État qui donne l'argent, en fait, public à des organisations autonomes, indépendantes de l'État. C'est quand même original comme modèle. Donc, je trouvais ça comme, hey, vous avez réfléchi à ça, de donner à tout un secteur des organisations démocratiques, donner l'argent pour qu'ils soient autonomes et qu'ils soient écrits dans leur constitution. Dans leur constitution. Et c'est pour ça qu'on a l'argent. Parce qu'on est autonome, on est démocratique, il faut fonctionner comme ça. Donc, je trouvais comme, hey, mais c'est très intéressant. Dans l'époque, on nommait ça en Colombie des organisations socialement intelligentes. Ah ouais, c'est intéressant comme appellation. Mais attendez, parlez-nous de votre parcours, justement. Mais en fait, il y avait... Quand je fais des études, j'avais fait des études en communication, surtout avec un volet anthropologie de la communication. Et il y avait toujours la réflexion d'un contexte très individualisant, mais en Colombie aussi, en fait, occidental, où l'individu et prend toute la réflexion à la place. Donc, je me suis, avec quelques collègues, dit de comment faire pour influencer certaines représentations que nous avons de nous-mêmes. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les organisations. Et là, j'ai vu qu'il y avait, en Colombie, c'est un contexte difficile, par exemple, par rapport au droit d'association. Dans les syndicats, il y a quand même beaucoup de violence auprès des syndicats encore. C'est un contexte très difficile pour ces droits d'association. Donc, on voulait influencer les organisations qui étaient les principaux acteurs pour faire respecter ça. Comment influencer de l'intérieur? Évidemment, on ne pouvait pas parler comme ça. Et donc, on a étudié beaucoup les langages de la gestion. Mais les études en arrière, c'était des études on dit psychologie communautaire, psychologie sociale. Donc, on parlait de la psychologie sociale des organisations, par exemple. De comment rendre ces espaces, ces structures, et je reviens sur l'idée, socialement intelligents. C'est-à-dire qu'ils puissent donner des réponses adaptées aux êtres humains, en fait, aux besoins des êtres humains. Et qu'est-ce qui, finalement, vous amène à venir au Québec? En fait,
une des questions en Colombie, ça fait longtemps que je l'avais, je veux qu'on plongeait dans une autre culture. Oui. Et je pense que dans une vie, on peut peut-être connaître de près 1, 2, maximum 3 cultures. Ouais. Mais il faut passer du temps, en fait. Il faut les vivre. Il faut Oui. même avoir des enfants, comme c'est le cas, mais je niaise, mais... Oui. Et avec là, une personne de la culture étudiée. Exact. Et aussi comprendre une autre culture. Donc, c'est la démarche ethnologique appliquée à une vie personnelle, mais c'était surtout ça, cette question qui m'a traversé. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer dans mes études universitaires en Colombie des profs, c'est drôle parce que je raconte, des profs d'HEC, avec une vision très humaniste, très critique de la gestion, dans des études critiques sur la gestion. Donc, c'était des gens d'HEC qui donnaient des cours en Colombie avec d'autres profs de la Colombie. Donc, c'était un groupe de réflexion intéressant pour, de l'intérieur, faire des changements. Donc, c'est là qu'en fait, j'ai commencé à comprendre un peu le Québec, parce qu'il y avait une histoire, il y avait des gens qui avaient écrit sur les modes de gestion à la québécois, en tout cas, qui les mettaient en contexte. Et ça vraiment m'a intéressé, en fait. Après, j'ai connu une révolution tranquille. On parlait de révolution tranquille, donc en Colombie, c'est drôle. Écoutez, qui a la possibilité de faire des révolutions tranquilles. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Donc, voilà, à un moment donné, j'ai dit, bon, je veux partir. Et le Québec, c'était une possibilité concrète avec des programmes qui existaient pour des travailleurs, en fait, qualifiés. Donc, vous arrivez en 2011, 2012 environ? 2011. Donc, 2011. Et est-ce que le projet collectif en inclusion, le PCIM, existait déjà? Ça fait 40 ans. Ah oui, OK, quand même. Oui, il y avait un autre nom. Oui. En fait, je ne vais pas les nommer parce qu'on essaye de plugger les nouveaux noms. Donc, le projet collectif en inclusion. Inclusion à Montréal. Donc, ça fait 45 ans, en fait, que ça existe. Quand même, OK. Et toujours dans une perspective, je dirais à l'époque, alternative de la santé mentale. Donc, dans les dernières années, j'ai pu m'impliquer là-dedans et peut-être apporter ce que j'avais comme bagage. Parce que vous avez écrit, Nathalie, le 8 mai dernier, une chronique qui s'appelle « La santé mentale n'existe pas ». Titre accrocheur, mais qui est ancré dans une réelle réflexion. Et je le sais que David, ça vous a vraiment... C'est venu vous parler parce que c'est une réflexion que vous avez au PCIM depuis, j'imagine, plusieurs années. Oui, en fait. Qu'est-ce qui est problématique avec même le terme, juste le terme santé mentale? J'y vais? Oui, allez-y, Nathalie. Bien, c'est que, premièrement, il s'enchasse dans une espèce de logique dans laquelle on découpe l'individu en silos, en sections. Oui. Ça fait partie de la novlangue de gestion. Hein? Oui. Il y a Roland Gori, un philosophe que j'aime bien, qui dit qu'on est réduit à nos dimensions médico-économiques. Je rajouterais légal aussi. Oui. Donc, c'est là-dedans que toute la réflexion sur la santé mentale s'inscrit, en fait. Oui. Donc, ça devient un sujet séparé des autres. Et bon, moi, j'ai eu un épisode de maladie physique. J'ai déjà eu un cancer. J'ai traversé un parcours oncologique et ça m'avait frappé à quel point, simplement dans la santé physique, j'étais à un étage un bras, à un étage un sein. J'ai eu un cancer du sein, à un étage un cœur. Et je n'étais... De cette façon-là, je perdais ma qualité de sujet quand je passais beaucoup de temps à l'hôpital. Ouais. Parce qu'on pouvait m'appeler... Bon, j'avais un matricule que je connais par cœur. On pouvait appeler mon nom... un matricule? Oui, juste le terme? Oui, un numéro de carte d'hôpital. Moi, dans les faits, c'est un matricule. J'ai dit matricule. Je trouve que ça marque les imaginaires avec tout ce que ça peut ouvrir. Ouais. Et ça pouvait faire que je pouvais passer une journée au complet sans que personne, même si les gens étaient gentils, personne m'avait dit « Allô, Nathalie, comment ça va? » Parfois un commis de cafétéria, parfois un concierge. Donc, ça un bénévole, effectivement. Donc, et les gens du communautaire. Hein? Donc, on voit on renvoie quand même ce qu'on remet entre les mains du communautaire, c'est pas rien. Hein? C'est tout l'aspect humain, l'aspect que les gens ne deviennent pas objectivés et tout ça. Donc, pour moi, la santé mentale, elle subit exactement le même sort, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un discours qui va nous amener à nous comprendre comme étant plus complexes, un discours qui va nous ouvrir, on a beaucoup d'efforts à appliquer à nous réduire parce que on veut, il faut qu'on corresponde à des catégories qui donnent des accès, des guichets d'accès, tous des mots que j'aime pas. Là. Les outils, les guichets d'accès. La trousse. La trousse. C'est tout des métaphores mécanistes
positiviste aussi, rationaliste et qui, en tout cas, moi, ne m'intéresse pas du tout. C'est pas là-dedans que j'ai étudié. C'est pas ce qui m'intéresse quand je rencontre les gens. Ce qui m'intéresse, c'est les univers, l'histoire, comme vous venez de le faire avec David. Donc, c'est pour ça que le terme santé mentale, il est réducteur. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le dire. Moi, je pense qu'il faut parler la langue courante pour accrocher, puis après ça, ouvrir. Mais Nathalie, vous faisiez allusion dans votre chronique à une autre chronique de Christian Vézina. Je pense qu'il avait écrit lors de la semaine de la santé mentale. Puis vous disiez que c'était vraiment intéressant, avec des petites réserves sur la biochimie du cerveau. Ça, on pourra y revenir. Mais vous parliez de l'OMS, la définition de l'OMS. Et vous étiez fâché. Ah oui. Mais David aussi, j'imagine que ça vient vous chercher aussi comment on qualifie la santé mentale. C'est pour ça que la chronique de Nathalie était venue vous chercher. Oui, mais en fait, moi, je n'étais pas fâché un petit peu, mais plus que ça, j'étais comme étonné avec toutes les connaissances qui se sont développées en Occident et un peu partout par rapport à la condition humaine, encore ancrée dans des définitions très réductrices. Qui font rouler la machine, on va le dire comme ça, sans être complètement à l'extrême gauche ou militant dans l'âme. Je veux dire, il y a juste quelque chose qui dit finalement qu'être en santé mentale, c'est continuer à être fonctionnel dans ce système économique. Ce système-là qui crée beaucoup de souffrance. Oui. Donc, c'est un peu... c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est l'Ouroboros, là. C'est le serpent qui se mange la queue, là. Oui. Et Nathalie, quand vous dites que la santé mentale n'existe pas, vous faites un clin d'œil à une grande figure de la psychologie. De la psychanalyse. Qui est... la psychiatrie. Donald Winnicott. Parlez-nous de lui parce que, dans le fond, le clin d'œil, c'est une saillie qu'il a lancé en 1943, un bébé, ça n'existe pas. Oui. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que ça n'existe pas en soi. Exact. Il faut le rattacher. Oui. Ouais. Il est immergé dans la matrice maternelle. Donc là, il y en a qui m'ont écrit pour dire c'est pas vraiment ça qu'il a dit. Il a dit il n'existe pas seul. Mais c'est vrai, c'est pas. There is no such thing as a baby. Bon. C'est ce qu'il a dit, mais vous comprenez que j'écris dans le devoir, je peux pas écrire en anglais. Non. Donc, j'ai fait une traduction libre, mais effectivement, j'ai pris le parallèle parce qu'on étudie toujours le bébé comme s'il était seul quand on parle de santé mentale. Et donc, il est dans la matrice sociale. Communautaire, et donc on ne peut pas le réfléchir comme une unité à part. Oui, en fait, pas juste, mais il y a beaucoup de connaissances qui s'est développées autour du bébé, en fait, et du développement des bébés, et en fait, on voit, si on prend une conception de la nature humaine, comme c'est des êtres hyper sociaux, ça veut dire quoi? Un bébé, ça n'existe pas tout seul, même pour être quelqu'un. Il y a besoin des autres? Oui, tous. Oui. Donc, quand je dis tous, oui, encore là. En fait, j'ai besoin des autres et des espaces dans lesquels j'interagis pour sentir que j'existe. Donc, c'est... On parle de santé mentale, juste au terme mental. C'est une des questions, parce qu'on parle souvent de santé mentale, maladie mentale. Parce qu'on prend pour acquis ce mot-là, mais exact. Derrière le mental, puis même qu'au Québec, c'est devenu, avec les boys, la dureté du mental. Non, mais c'est devenu un mot presque fétiche. Puis on oublie que derrière ça, en fait, la définition, elle tombe pas du ciel, là. Elle est un peu arbitraire. Et il y a plein de choses qu'on peut inclure dans cette idée-là de mental. Vous voyez, c'est que, oui, on utilise beaucoup le mental, mais après, on posait la question, ça veut dire quoi mental? Quand tu dis santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire mental? Donc, des fois, les gens, je parle dans des comités institutionnels, c'était comme... En fait, la question même n'est pas comprise. Qu'est-ce que vous voulez dire par mental? Ah, OK, mais où? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le cerveau dans un corps? Est-ce que c'est le corps dans le cerveau et le corps dans un contexte, dans un environnement? Est-ce que c'est une émergence de tout ça? Donc, est-ce que le mental est en nous? Est-ce que dans nous? Est-ce que c'est l'interaction, l'émergence de l'interaction des êtres humains, qui sont des êtres vivants, qui sont toujours placés dans un contexte spécifique, dans des interactions, il y a une émergence de ça. C'est ça. Et en Occident, on a la misère à réfléchir dans ces termes. Vraiment, c'est difficile parce que la socialisation il y a un soi, ça vient de loin en fait. Il y a un soi qui vient de Dieu, en fait, une âme. Et une autre chose, c'est le corps. Donc, le soi est comme quelque chose qui vient de Dieu. Après, on l'a je pense, laïcisé, on peut dire. Oui, sauf que les traces,
ça serait naïf de penser qu'il ne reste plus de traces de cette origine-là qui vient d'en haut, même si on se dit laïque. Il y a des patterns. J'imagine que vous le voyez en tant que clinicienne aussi. Ben, il y a toute une théorisation même de la psychanalyse qui s'est intéressée à ça aussi. Je pense à Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste qui est un petit peu plus flyé que Freud. Oui. Il aimait beaucoup les rêves. Ben, Freud aimait beaucoup les rêves aussi, mais Jung, disons qu'il il parlait d'inconscient collectif. Lui, il a cherché les arcanes qu'on trouvait dans toutes les sociétés. Oui. Puis, bon, ben, c'est quand même intéressant. C'est un peu de l'archéologie Joseph Campbell a même fait ses recherches et a écrit des livres. Parce que, tout le monde, pour la petite histoire, entre autres, George Lucas est un grand lecteur de Joseph Campbell et a bâti La Guerre des Étoiles sur ce qu'il a trouvé dans Les Héros sont éternels, parce que, dans le fond, Joseph Campbell est allé voir si Jung avait raison. Est-ce que dans chaque mythologie de à peu près toutes les cultures qu'il a pu trouver et observer, que ce soit les grandes cultures occidentales et les cultures de tribus africaines, bon, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a à peu près toujours les mêmes patterns. Les archétypes. L'orphelin, parce qu'il a perdu ses parents, est capable d'aller chercher sa quête, est souvent aidé d'un vieillard qui, lui, possède le savoir, mais doit seulement aider, et après ça, revient dans son village avec les nouvelles... Et il s'est rendu compte que c'est très, très, très présent. Donc, l'intuition de Jung était intéressante. Okay. Et Lucas est tombé sur ces livres-là et a écrit Star Wars. Et donc, il faut tuer le père. Entre autres. Oui, mais voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que ça marche fort, ces films-là. C'est qu'ils viennent jouer sur des cordes qui sont très, très, très profondes. Oui. Mais c'est quand même, encore une fois, cette idée-là mentale, de dire santé mentale, c'est pour le séparer de la santé physique dans un langage catégoriel, comme on a dit. Dernièrement, moi, je suis tombée sur un concept que j'ai beaucoup aimé, là, c'est la pensée de Paul Tillich, qui est absolument pas connu. C'est un théologien, mais assez connu aux États-Unis. Il avait fait des sermons qui avaient inspiré Martin Luther King, notamment, donc un protestant. Oui. Et lui, il parlait de la rationalité ontologique versus la rationalité technique. Puis il disait que finalement, de l'Antiquité jusqu'à Descartes, la rationalité, c'était quelque chose d'ontologique. Donc, ça incluait les dimensions spirituelles, émotives, esthétiques, affectives. On pouvait être complètement dans le champ de la rationalité, mais en parlant de toutes ces dimensions-là. Et l'aspect cognitif n'était qu'une des dimensions parmi les autres. Avec le « je pense, donc je suis » et tout ce qui s'en est suivi, on a réduit ça à ce que lui appelle la rationalité technique, qui n'inclut que l'aspect cognitif et toute la technique qui en découle. Et le problème avec notre façon d'aborder la santé mentale, c'est que la technique est vraiment placée au-devant de toute une réflexion justement sur le sens de l'existence, notamment sur le sens des symptômes. C'est pour ça qu'il y a un retour de la psychanalyse. La psychanalyse, tant qu'à moi, elle peut encore avoir, je ne veux pas choquer mes amis psychanalystes, mais pour moi, qui a failli mourir, qui a eu une maladie grave, j'ai frappé les limites de la psychanalyse à ce moment-là pour moi. Dans le sens où il y a eu comme quelque chose où, réfléchir l'existence, ça devenait au-delà de ces catégories-là. C'était juste comme ça. Et, mais quand même, la psychanalyse a dit, il y a un sens aux symptômes, il faudrait peut-être avoir le temps. Nathalie, vous disiez que vous êtes arrivé au bout, mais qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Juste un mystère. Juste un mystère. Juste dans le sens, quand je dis j'arrive au bout, c'est pas j'ai fait le tour du tout. Non. Mais j'avais moins envie de réduire déjà la psychanalyse dit il y a un sens sous le symptôme, on va s'y intéresser. Quel est-il? Des années. Pendant des années. Mais il y a quand même des catégories dans le fond de la tête. Ça doit être l'Édipe. Ça doit être Bon, on les connaît, là, les grandes blagues sur ta mère t'a pas allaité. Bon, ça. Et c'est très intéressant, sauf que ça reste quand même des catégories. Et là, moi, j'aime mieux être dans une posture plus phénoménologique, c'est-à-dire une espèce de retour aux choses elles-mêmes. Pour les mortels qui nous écoutent... Je peux essayer une... Vas-y, tu peux lire Proust. Oui, la Madeleine. On commence avec ça, puis je ne sais pas combien de pages après. En fait, ça vient de Husserl, qui à un moment donné s'est choqué, puis il a dit, bon, c'est bien le fun, les théories, puis tout ça, mais revenons aux choses elles-mêmes. Est-ce qu'on pourrait essayer d'accéder au phénomène lui-même, que les choses nous parlent et qu'on les laisse nous parler? C'est une sorte d'empirisme philosophique. On pourrait dire ça, oui, parce qu'il y a quand même... Il y a des gens qui vont nous écrire pour dire non, c'est pas ça. C'est sûr. On n'est pas obligé d'ouvrir tous les courriels. mais OK. Oui. Puis, ça a donné lieu... moi, j'aime bien passer par le cinéma. La meilleure image que j'ai pour expliquer ce que c'est la phénoménologie, c'est dans The Arrival. Vous avez vu, de Denis Villeneuve? Oui.
Le moment où est-ce que la bébite est de l'autre côté, des aliens, qui veut dire altérité, l'autre, hein? On a un paquet de présupposés sur l'autre, hein, parce qu'on a présupposé, alors qu'on ne les connaît pas pantoute, qui sont dangereux. C'est pour ça qu'on les met de l'autre côté d'une vitre. C'est vrai. Et il y a Dr. Banks qui est là, puis qui doit décrypter leur langage. Pour le faire, elle essaye au début d'écrire, puis elle dit « Je m'appelle Louise », puis ça ne marche pas. Puis à un moment donné, elle enlève tout son équipement et elle s'approche, puis elle va poser la main sur la vitre. Ouais. Ça, pour moi, c'est de la phéno. Ouais. Elle a suspendu ses présupposés pour aller à la rencontre de l'autre, en sachant aussi que l'autre, on voit, c'est un peu embrouillé. Oui, on n'en fera jamais le tour. Non. Il va toujours y avoir un mystère. Donc, je dirais c'est là ma bascule, moi, personnelle. Il faut l'accepter, cette part de mystère. Oui, mais ça demande d'adopter quelque chose qui n'est pas très à la mode. Dire, je sais pas, je suis pas sûre, je comprends pas. Ça m'intéresse, je suis très, très, très curieuse, mais j'ai aucune idée, tu sais. Puis c'est ça, en fait, qui va finir par faire son travail chez l'autre personne. En fait, il y a plein de choses qui sont dites, disons, par rapport, je reviens un peu, plus que la phénoménologie, psychanalyse, mais quand même dans la psychanalyse, il y a quand même plusieurs regards sur la psychanalyse. Il y a une psychanalyse relationnelle, par exemple, qui a dit, mais ça doit se réfléchir pas juste à un, à deux. La psychanalyse intersubjective. Intersubjective, oui, donc, oui, exact. Donc, c'est une autre façon de comprendre. Il y a des liens avec la phénoménologie, effectivement, aller à la rencontre de l'autre et le regarder, en fait. Elle est avec lui. Et surtout, il y a comme une prise de position sur si on est... Ça veut dire quoi qu'on est des êtres sociaux? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que on a un organe, il y a Thomas Fuchs, c'est un psychiatre, philosophe allemand qui va dire, notre cerveau, c'est hyper social dans le sens qu'il fonctionne parce qu'il y a d'autres cerveaux. Sinon, ça ne marche pas. Et il se recrée parce qu'il y a d'autres, et nous-mêmes. Donc, si on prend les conséquences de ces constats, en fait, et on va réfléchir au mental autrement. Et de là, la phénoménologie, en fait, de dire... Je suis toujours dans une relation avec le monde qui m'entoure. Oui. En fait, et que ce n'est pas juste extérieur, que je l'intègre dans moi, je les porte dans moi, et l'autre aussi. Donc, et c'est on peut le dire, et ça sonne facile, mais après, vraiment les vivre, il y a un apprentissage, mais des communautés qui les font, en fait, qui les vivent, qui les traversent. Pour nous, je pense, occidentaux, c'est un peu plus difficile. De voir cette connexion, plus que connexion, c'est qui nous traverse des autres, et qui en est fait des autres. David, je veux qu'on parle d'un truc qui m'est resté au travers de nos discussions. Vous avez dit qu'il ne faut jamais oublier que le problème psychotique peut arriver à n'importe qui. Pas qu'il faut vivre avec une épée de Damoclès tout le temps, mais c'est vrai que de par le discours de les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils sont à part, ils doivent régler ça eux-mêmes parce que le côté chaque individu, dans le fond, doit s'occuper de sa santé mentale. C'est un peu ça le discours ambiant. Actuellement, oui. Oui, et qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis il y en a d'autres qui en ont peut-être, qui en auront jamais. On dirait que c'est un peu ça en filigrane qu'on nous dit. Il peut y avoir l'hérédité, il peut y avoir les comportements, les choix qu'on fait. Mais il y a traversé l'existence aussi qui a tendance à faire souffrir des fois. Oui, mais David, vous avez dit ça à un moment donné, il ne faut pas l'oublier, ça peut... Et on n'est pas équipé socialement pour prendre en compte cette donnée-là que oui, tout le monde peut souffrir éventuellement. Mais en fait, j'ai fait une nuance quand on dit un problème psychotique, ça peut être un événement psychotique. Oui. Oui. C'est pas nécessairement un problème. Non. Moi-même, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot, mais un événement. Oui, il y a un événement psychotique qui peut être très problématique. Et moi, je les rattache au contexte vécu. Disons, il y a des communautés pour lesquelles les événements psychotiques prennent une toute autre signification. Et la personne répond tout autrement à ce qui est vécu. Disons, il y a des communautés qui vont dire « Hey, ça, il est en train de nous dire à nous quelque chose. » Donc, c'est un symptôme de... Et vous donnez l'exemple en Colombie. Oui, disons, la communauté qu'on a étudié un peu, la communauté Ambera, et parmi d'autres, en fait, qui font des pratiques, ils vont dire, et ils se sentent concernés parce qu'il y a... En fait, c'est pas juste, cet individu a quelque chose, cet individu est en train de nous dire quelque chose. D'ailleurs, c'est pas juste des communautés, il
Il y a un philosophe psychologue en Argentine, Enrique Pichon-Rivière, qui va dire, il va créer une technique de groupe opérationnel. Il va dire, dans un groupe, il y a quelqu'un qui va nommer la chose que personne nomme. Et ça va être les fous, en fait. Mais c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, c'est le groupe qui a une maladie. Et c'est lui qui va la nommer. Donc, disons, dans ces communautés, ils vont dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre communauté, il faut faire quelque chose ensemble pour régler nos enjeux. Ça, c'est une autre vision, en fait. Comment expliquer la détresse, l'expression du mal-être que quelqu'un peut vivre. Donc, c'est pour ça que c'est confrontant, finalement, si on change notre façon de regarder l'autre souffrant, c'est qu'il nous révèle nous-mêmes. Donc, on a juste à parler des 19 000 personnes, je pense, qui attendent sur les listes de santé mentale. Puis, on peut le voir simplement comme un problème de ce gouvernement-là qui fait pas bien les choses et tout ça. Puis, je me prononce pas là-dessus. Mais on peut se dire, hey... c'est pas le premier, hein? Ben, c'est ça. C'est pas nouveau. D'ailleurs, l'accès à un psychologue, ça n'a jamais été inclus dans la palette de soins universels. Oui. Quand même, moi, je trouve que c'est parlant. Oui, c'est parlant. Moi, c'est sûr que j'ai un discours que peut-être pas... Ben, je pense que beaucoup de mes collègues seraient peut-être pas d'accord, mais c'est pas pour provoquer. Mais je pense quand même aussi que le psychologue, il n'est pas la réponse à tout. Je pense qu'on a un peu aussi professionnalisé une disposition éthique qui, je veux dire, elle a 150 ans, notre profession. Ouais. Hein? Avant ça, là, je veux dire, les communautés faisaient d'autres choses. Ouais. Et des fois, je trouve qu'on se prend pas mal au sérieux. Mais je veux pas. Hein? Il y a des revendications en ce moment qui sont pour... qui sont légitimes. Ou qui sont légitimes, surtout qu'on les a fait étudier plus longtemps maintenant, puis qu'on a restreint l'accès à la profession d'une façon... c'est devenu une profession un peu élite quand même. Hein? Tout à fait. Je veux dire, ma profession n'est pas dans le réseau public. Puis je veux dire, moi, j'allais quitter le réseau public aussi, donc je suis pas dans l'accusation, mais j'ai quitté le réseau public parce que je travaillais au scolaire et que je voulais installer une salle de thérapie par le jeu dans un milieu scolaire, imaginez. Comme j'étais un peu, je me suis carrément fait dire, mais je me suis fait dire, ça n'a pas sa place au scolaire. Et moi, tout ce que je voulais, c'était faire autre chose que juste passer des tests pour diagnostiquer. Et aussi prendre ce temps-là, une fois par semaine, 20 minutes, pas obligé 1 heure, à revoir des enfants que je voyais j'étais dans un contexte très défavorisé. Et je voulais juste offrir ça, cet espace-là où je te vois à toutes les semaines, 15 minutes, puis on va jouer ensemble. Mais essayons de faire passer ça auprès de direction, bon, puis elle avait été le fun, elle m'avait laissé le faire, mais bon, à un moment donné, au bout de 4-5 ans, à tenir ça, au bout de moi, je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui ont quitté le réseau pour ces raisons-là. Oui, pas seulement... Pas juste pour les conditions salariales. Non, c'est ça, il faut quand même être... Mais c'est drôle, tantôt, il y a quelques instants, vous avez dit, la profession est jeune quand même, elle a 150 ans. Avant... Mais qu'est-ce qu'on faisait avant, justement? Ben, il y avait la religion, notamment, avec ses défauts et ses forces, mais il y avait la communauté. Les gens étaient plus reliés les uns aux autres. Puis je suis pas en train de dire que c'était merveilleux, puis je suis pas dans la nostalgie. Mais la solitude, c'est un immense problème. Hein? Il y a des données qui disent que ça revient sur le plan de la santé physique à fumer, je ne sais plus combien de cigarettes par jour, augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, on est isolé et là, on est malade de ça. Et au lieu de le prendre comme ce que David nous expliquait tout à l'heure, un reflet d'une société malade, ben on va comme chercher à répondre à ce problème-là en prenant les mêmes outils qui ont créé le problème. Et les ramener dans ce que doit être la bonne façon d'être. Dans le fonctionnement. C'est-à-dire de s'insérer dans ce système économique productiviste. Participer. Et d'ailleurs, vous parlez de communauté, on l'oublie souvent, c'est de plus en plus documenté, mais on parle beaucoup de complotisme depuis que la pandémie a émergé. Avant ça, il y en avait, mais on sentait que c'était isolé. On parle beaucoup de groupes d'extrême droite, entre autres, qui sont en montée. Puis derrière ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément... Au-delà des positions politiques de ces groupes-là, il y a ce désir de la communauté. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui ne se sentent pas inclus dans la communauté où ils sont. Et là, ils découvrent via les réseaux sociaux, via d'autres parcours, une communauté, et c'est ça qui les tient ensemble. Et ce qui explique pourquoi on a discuté à comprendre qu'aujourd'hui, des gens pensent que la Terre est plate. Je pense qu'eux-mêmes sont pas convaincus, mais il y a une communauté de gens qui ont envie de penser autrement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à les gratter, là, David. Oui, en fait, j'aime bien, je reviens à Todorov, même Flao, en fait, c'est un autre philosophe français que j'aime beaucoup, en fait, qui va parler beaucoup du sentiment d'exister.
Oui. Donc, il fait une différence entre les sujets connaissants et les sujets existants. Et des fois, on va analyser les problématiques avec cette optique ou ces lunettes des sujets connaissants. Donc, ce qu'il dit. Oui. Mais lui, ce qu'il dit, c'est tous, on a besoin d'exister, de sentir qu'on existe. Et comment ça arrive? Parce qu'on a trouvé un lieu, un espace aux yeux des autres. En fait, on existe dans les regards des autres, c'est pas nouveau. Et peu comme analyser ton discours, mais ce que, disons, ici dans ces tables, même quand on se parle, oui, il y a tout ton discours qui passe, mais aussi il y a mon sentiment d'exister qui est en jeu. Et ça me rend nerveux. Il est important. C'est là, en fait, c'est hyper présent tout le temps. Personne. Et oui, et donc, perdre ça, j'existe pas aux yeux des autres. Oui. Ça peut prendre plusieurs expressions différentes, que des fois, ça peut être un repli sur soi très fort. Et ça peut être partir dans un monde qui me conforte, qui n'existe pas, par exemple. Ça peut être la violence comme façon de... En fait, ça peut prendre plusieurs formes et des choses. Je pense que dans les complotismes, c'est aussi ce sentiment d'exister que comme société, est-ce qu'effectivement on prête attention à ça ou on est trop dans l'aspect rationnel discursif au lieu de dire c'est quoi ces sujets qui existent, qui sont... les uns avec les autres, comment ils se regardent. Je lance cette idée-là, puis je n'ai pas réfléchi, mais je la lance en pâture à vous. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a une seule ou presque façon d'exister dans la société québécoise qui s'inscrit en Occident, c'est-à-dire travailler et consommer? Si tu t'insères pas là-dedans, ça peut être un peu plus que ça, mais j'ai l'impression que si on sort de ça, on n'existe à peu près plus. Puis il y a des gens qui sont pas bien là-dedans et qui trouvent autre chose. Exact. Qui, à nos yeux, ont l'air loufoque ou irrationnel, mais qui, pour eux, leur permettent d'exister, dans le fond. Je veux donner un exemple d'un projet, en fait, du projet collectif en inclusion. Du concret, enfin. On avait cette question d'autres façons d'exister. Oui. Et comment les gens, après pandémie, trouvent ces moyens. Donc, on avait le projet d'aller chercher dans les espaces publics des lieux, on dit des lieux d'interaction, informels, pas formels du tout, où les gens trouvaient une réponse à ces sentiments d'exister entre eux. Et finalement, on a pu rencontrer un photographe qui devait faire l'immersion dans ces espaces. Okay. Je vous donne un exemple. Oui, c'est ça, parce que là, c'est... Il y a les jeux de la pétanque, en fait, dans les parcs X. Oui. Et la personne est allée avec sa caméra. Oui. Un peu comme... Moi, j'aime beaucoup l'image du Petit Prince et le renard et les Petits Princes qui s'approchent peu à peu. Oui. Donc, s'apprivoise. Donc, c'était ça, la photographe qui arrive et commence à comprendre l'espace, une démarche ethnographique encore, et qui gagne la confiance des gens et peut être partie de ça. Mais ça se gagne très facilement dans les espaces, c'est pour ça qu'on les a nommés à un moment donné espaces d'interaction inclusive, où ces gens-là, viens jouer avec nous, peu importe, on s'en fout. Oui. Et c'est des moyens d'exister en dehors des rapports marchands, par exemple, mais qu'on dit, l'expo photo s'appelle « Les mentales imagées ». Donc, les mentales est là, dans ces espaces, ils s'épanouissent parce qu'on joue ensemble de quelque chose qui nous dépasse, qui est en dehors de nous. Et on voulait aller à la rencontre de cette idée du mental dans le concret. En fait, et ça se voit dans le parc et partout, mais des fois, est tellement présent, tellement évident qu'on ne la voit pas. Donc, on se dit, mais elle est là, et la personne a pu la capturer, a pris en photo. Et on voit les interactions et un mental qui est là, en fait, qui émerge. Et super beau. C'est super beau. Puis des fois, c'est tellement... Tu sais, il y a une simplicité quand même là-dedans, même si je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion pour mener à ça, mais des fois, c'est presque trop simple pour plaire au langage courant. Mais il y a beaucoup une démarche de revalorisation dans ce que vous faites. Donc, c'est ça, vivre. Vivre, c'est jouer. C'est avoir accès à des beaux lieux. L'esthétisme en fait partie. La santé mentale, c'est pour ça que je pense que je suis dans cet article chronique-là que je disais, la santé mentale ne devrait même pas avoir une semaine, elle devrait traverser toutes les autres semaines. Parce que la pauvreté, on parle de santé mentale. Parce que l'injustice, on parle de santé mentale. Donc, c'est un peu comme si on réfléchissait à la condition humaine. Mais Nathalie Plate, on a un discours, je pense...
Puis il vient... Puis là, je ne veux pas mettre en cause ce gouvernement-là précisément parce que c'est des années de gouvernements successifs qui sont à peu près toutes dans la même allégeance. Mais on a l'idée que la pauvreté, dans le fond, si les gens se retroussent un peu les manches puis qu'ils travaillent, on maintient cette illusion qu'on peut changer notre... Tu sais, il y a une mythologie autour du système économique, que dans le fond, si tu travailles fort, puis ça marche souvent, effectivement, quand tu travailles fort, quelque chose que tu veux, mais puis si tu y réussis pas, c'est un peu ta faute. Ben, c'est un peu comme si on est, pour parler jungien un peu, là, on est dans le mythe d'Apollon, là, puis c'est le seul mythe qui domine tous les autres. Ouais. Mais il y a d'autres manières de vivre puis de traverser la vie. On espère que c'est possible, ces autres manières-là. Pour revenir à ce que vous disiez tout de suite, effectivement, quand on dit, c'est ça, vivre, ça doit être une seule chose, ce qui retrousse de manière moins heureuse, disons-le comme ça. Ouais. Le contenant collectif est tellement restreint que ça déborde. Puis ça déborde dans nos rues, ça déborde dans les psychoses, dans les urgences. Et pour moi, j'avais déjà écrit une chronique il y a très, très longtemps qui s'appelait « Les baleines échouées ». Puis pour moi, c'est un peu ça, les problèmes de santé mentale. Christian Vézina a parlé du canari dans la mine. Oui. Moi, j'avais parlé des baleines échouées un peu comme si c'est ces espèces de gros mastodontes-là qu'on a négligés dans les profondeurs et qui, là, jonchent nos plages. Ils sont dans notre face. Ils sont dans notre face et nous renvoient à quel point on a un problème systémique vraiment par rapport à notre manière de réfléchir à ça puis de l'adresser aussi. Mais je veux nommer, en fait, parce que des fois, on dit « Ah, le travail, ça va nous amener à quelque chose. » Donc, c'est les moyennes aussi des reconnaissances ou des... Oui. Il faut arriver à trouver ces moyennes. Oui. Pour exister aux yeux des autres. Parce que c'est ça ce qui nous a dit. Moi, ce que je fais, on dit souvent, qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes projets en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et peut-être, ouvrir des possibilités des moyennes d'existence, en fait. Autres qui sont moins excluants. Qui ne doivent pas passer par une dépression pour pouvoir habiter la vie autrement. Puis il y a des gens qui vont être en arrêt de travail parfois, puis qu'il y a un moment où les symptômes se sont un peu apaisés, puis là, ils vivent une grande culpabilité de ne pas être déjà retourné au travail si le médecin a été... le fun, puis qui leur a laissé un peu de temps, alors que c'est là que le travail commence, la réorganisation intérieure commence pour éventuellement voir... Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un crash, en fait, moi, c'est mon acte de foi, là. Il y a souvent des cadeaux, là. Il y a vraiment des trésors d'avoir souffert. Puis je ne suis pas du tout dans le judéo-chrétien quand je dis ça. Mais il y a un cadeau d'être allé au fond de l'eau puis de revenir avec un petit trésor. Enfin, finalement, j'aime pas ça, ce job-là. Puis je l'ai trouvé, là, le courage pour faire un changement ou le courage d'être, finalement. Ça me parle énormément. Parce que c'est ça que j'ai vécu, moi, à la fin de La soirée est encore jeune, émission extraordinaire. Puis on a parlé juste avant de commencer à enregistrer pourquoi j'ai créé la balado, mais il y a eu ce moment-là où tu as l'impression que le projet, cette émission-là, que j'aurais jamais rêvé jeune, un jour je vais faire ça, je peux pas l'imaginer tellement que c'était le fun. Les gens t'aiment, les gens t'écrivent, les gens t'arrêtent dans la rue, ça arrête jamais, mais t'es pas bien. Malgré tout. Tu sais pas pourquoi. Puis là, il y a l'alcool là-dedans. J'en ai déjà parlé dans d'autres formats avec Dominique Tardif il n'y a pas si longtemps. Puis bon. Puis là, l'alcool aussi. Puis ça, je pense que ça rejoint beaucoup de gens. L'alcool sert un peu à détourner ton attention de ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça te permet de fonctionner aussi, il faut quand même le dire. Te permet de continuer à fonctionner dans une situation qui est... Puis sauf qu'à un moment donné, il y a cette chance-là. Puis moi, c'est arrivé, c'est une petite voix un matin qui m'a dit... Tu sais que tu peux lâcher. Puis c'était vraiment un chuchotement intérieur. Je vais toujours m'en rappeler de ce moment-là. Puis ça a été... Ah ben oui, j'avais jamais pensé à ça. Je sais que ça a l'air niaiseux. Non, c'est magnifique. Comment je le formule, parce que tout le monde peut faire ça. Dire, ben oui, mais c'est dur de lâcher un projet qui te ressemble, puis qui est très, très validant, mais en même temps qui est toxique, qui est devenu toxique. Vous avez raison, Nathalie, ça me fait réaliser que oui, je suis pas tombé si bas, là, mais il y avait plusieurs choses qui fonctionnaient pas. Et à un moment donné, il y a des petits ballons qui apparaissent, des petits, puis qui font, ben non. Il y a des petits cadeaux. Ça, c'en était un. Et aujourd'hui, vous êtes là. On est dans ton cadeau. Oui, exactement. Hey, je veux qu'on parle des assises un peu théoriques parce qu'on en a parlé avant de préparer l'épisode, David. Il y a des penseurs, des penseurs qui animent le projet collectif Inclusion. Entre autres, vous avez parlé un peu tantôt de Tsivan Tedorov.
Oui. Qui est un penseur... qui est un penseur total, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Là. Oui, très indiscipliné. Oui. Il a commencé avec tout ce qui est les sciences du langage. Oui. Après, il a décroché. Oui, c'est vraiment intéressant, ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain et donc le langage. Lui, je l'ai trouvé, il s'est dit modéré, mais très critique à sa façon, modéré. Et surtout, en fait, ça m'a permis de comprendre beaucoup notre façon d'être en Occident. Voilà, il a pensé beaucoup à l'humanisme. Oui. L'humanisme critique. L'humanisme critique. Et il va s'intéresser surtout à la modernité et les différents systèmes, il les nomme comme ça, systèmes de pensée en Occident, qui des fois sont très contradictoires. Donc, il va aller, par exemple, à la base de chaque système de pensée, c'est quoi leur conception d'être humain. Donc, est-ce que c'est une conception individualiste, pas dans le sens moral, dans le sens de c'est quoi le phénomène. Oui. Encore une fois, on y revient au phénomène. Donc, il va se demander c'est quoi la conception ou les conceptions occidentales de l'être humain. Donc, il va se dire, bon, il y a les individualistes, il y a les conservateurs, il y a les conservateurs critiques, il y a les humanistes naïfs. Donc, il va explorer, c'est quoi la conception d'être humain? 2, c'est quoi la morale qui suit? Oui. Et 3, c'est quoi les systèmes politiques qui est un peu imaginé avec ça. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il a vécu le totalitarisme. Exact. Et ça a traversé aussi sa réflexion. Exact. Ça l'a traversé beaucoup. Ouais. Le totalitarisme fait partie de l'Occident. Donc, il va nommer ça le scientisme. Parce qu'on est dans un... Excusez-moi, je fais une parenthèse avec l'époque actuelle où les gens pensent que c'est un reliquat qui ne reviendra jamais, le totalitarisme, ou les totalitarismes, parce qu'il y a plusieurs formes. Puis on est peut-être à l'orée de quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas. Mais il faut continuer à y réfléchir et ne pas se dire « Oh non, ça c'est fini ça. On l'a vécu puis on ne le revivra pas. » En fait, parmi les analyses que je trouvais du système totalitaire, en fait, je trouvais lui une analyse riche et très, comment dire, complexe et nuancée. Que je pense que ça nous permet actuellement même de réfléchir à l'actualité. Quand on parlait des ennemis intimes de la démocratie, donc, c'est une réflexion qui a poussé, par exemple, elle va mettre la nouvelle époque managériale. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Tous les langages qui est autour de ça. Comment on parle, comment on nomme les choses avec ce type de langage. Mais ce type de langage managérial avec la psychologie, ou en tout cas avec la santé mentale, on peut-tu mettre une époque? Est-ce que c'est l'arrivée des néoconservateurs, Reagan, Thatcher, au début des années 80? Est-ce qu'il y a un moment où on s'est mis à parler de cette façon-là de la santé mentale? Là, je suis allée trop loin dans ma tête. J'aime la psychanalyse. Je suis retournée aux origines. Oui, il faut. La naissance. Non, mais je sais, en tout cas, il y a un psychanalyste que j'aime beaucoup qui a réfléchi à la psychanalyse est née dans quel contexte, puis elle est née vraiment là, dans l'emballement de l'ère industrielle. Comme si, d'une certaine façon, lui, il dit, c'est Luigi Zoya qui s'appelle, il dit, on avait toujours eu un contenant narratif tragique. C'est-à-dire que les histoires qu'on se racontait, c'était des tragédies. Les contes de Grimm, les tragédies grecques, tout ça. La vie est intense avant. Oui, puis je veux dire, entre la naissance et la mort, là, ça se pourrait que tu ailles mal souvent, puis que ça se passe assez mal. Et puis, il disait, quand il y a eu l'emballement de l'ère industrielle, le sens du travail a été perdu parce que les gens posaient des boulons à longueur de journée au lieu de faire, par exemple, une arme du début jusqu'à la fin. Donc, le contenant narratif est devenu anti-tragique pour les divertir. Et donc, là, on voit l'arrivée du cinéma, on voit Disney qui a retiré les fins atroces des contes de Grimm pour en faire des chants éternels vers une joie sublime. Et donc, il dit la psychanalyse est arrivée comme si le tragique est allé là, est allé dans la psyanalyse. C'est là qu'on est allé raconter. Parce qu'on en a besoin. Il faut qu'il y ait quelque part. Donc moi, je ne sais pas exactement après ça toutes les étapes qu'il y a eu, mais j'ai remarqué que juste en 20 ans, moi j'ai commencé à pratiquer en 2003. Donc, ça fait vraiment exactement 20 ans. J'ai psychologue pour enfants et on me disait, on m'appelait, puis on me disait, mon enfant, je sais pas moi, il mange plus, il veut plus aller à l'école. Est-ce que tu pourrais le rencontrer? Je pense qu'il a besoin de parler. Puis j'aimerais ça comprendre. Ça, c'est à peu près l'appel typique. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est, mon enfant, il a un trouble anxieux et un TDAH. J'aimerais ça que tu le rencontres pour lui donner des outils pour qu'il gère son anxiété. Donc, on voit vraiment tout le changement langagier. Il y a 20 ans, il y avait une place pour le mystère, il y avait une curiosité, il y avait une
aussi une place pour le langage. On savait que parler, ça ferait du bien. Et puis, on avait moins de diagnostics. Donc là, maintenant, on peut dire, super, les gens sont plus éduqués sur l'aspect médical. Mais ça a deux tranchants. Mais moi, je me suis fait donner déjà un travail. Il est déjà... moi, mon travail, c'est de donner des outils. Ensuite de ça, c'est de lui apprendre à gérer son anxiété. Là, ils ont 8 ans, il faut qu'ils gèrent. Là, je le dis, ça, c'est un mot économique. C'est pas un mot de psychologie, c'est un mot managérial. Donc, peut-être, il y a eu probablement quelque chose, oui, dans les années 80 qui a été placé là-dessus, mais il y a eu une accélération, là. Est-ce que le DSM a participé à cette... Ben, les gens parlent en DSM. Ils disent plus j'ai peur, ils disent je fais de l'anxiété. Ça, donc, c'est un manuel qui a été conçu par le milieu psychiatrique. C'est une des nosographies. Il y en a eu plein avant qui étaient peut-être plus même denses. Là. Je pense à la vieille de Kraepelin. Je ne sais pas si tu connais. Bon, ça fait longtemps qu'on essaye de... Nosologie, c'est cet art, entre guillemets, de classifier les maladies. Oui, voilà. C'est ça. Puis, ceci étant dit, les psychiatres n'ont pas tant d'éros pour le DSM. Là. On dit souvent que c'est les psychiatres qui parlent le DSM, mais c'est juste une langue. Ils le savent bien qu'il y a une profondeur. Sauf que c'est vraiment le langage qui a été repris par tout le monde et qui est assez facile si on pense économie. Parce qu'on a juste à cocher et on a juste à mettre des cibles opérationnelles, visibles de l'extérieur pour savoir quand quelqu'un est prêt à retourner au travail. Donc, c'est pour ça que ça a autant fonctionné, cette grille-là. Par rapport aux années 80, en fait, quand j'étais à l'époque consultant en gestion, en fait, les organisations, les entreprises faisaient beaucoup appel aux coachs et pour traiter les personnes qui vivaient des burn-out ou l'anxiété, en fait, plein de choses dans les organisations. Et c'est fou comme ça parle, parce qu'il y a aussi un même moment où tout le courant de leadership est très, très fort. Donc, je ne vais pas approfondir, mais c'est une des choses qui arrive aussi dans les années, très fortement dans les années 80. Tout le monde doit être leader. Les organisations, les entreprises utilisent beaucoup ça, véhiculent ça. Donc, il y a tout l'école des ressources humaines, motivation et motivationnelle. Donc, est-ce que je veux revenir à les employés? Ils souffrent beaucoup. Ils ont les conditions de travail qui ont beaucoup changé, mais comment faire pour ne pas blâmer l'organisation? Donc, que ce soit les individus, eux, qui ont des problèmes. Et qui ont des problèmes. C'est l'individu qui a un problème. Voilà. Et tout le discours santé mentale, les DSM et tous les diagnostics, c'est très bien placé pour faire le travail d'individualiser ce qui peut vivre une personne dans un contexte nuisible. Donc, ça tombe très bien, évidemment, les compagnies pharmaceutiques qui vont voir un business là-dedans, en fait. Ça devient plus facilement instrumentalisable, disons. Là, puis le psychologue peut faire partie, il a fait partie pendant un temps là, de ce rouage-là. Oui, parce que c'est un comité, il faut le dire. Le DSM, là, on est rendu au 5 ou au 6? C'est le 6. Mais c'est les 5, j'imagine que ça s'en vient le 6. Oui, c'est ça. Donc, ils changent aux 15-20 ans. Ben, ils changent. C'est-à-dire qu'il y a des troubles qui apparaissent, qui sont souvent des troubles qui, il y a 15 ans, n'étaient pas considérés comme des troubles. Parce que toute cette idée aussi de médicaliser, donc, que l'industrie pharmaceutique ait son mot à dire, puisque tel comportement envers les écrans, par exemple, devient présent dans la dernière version du DSM, il y a souvent un médicament au bout du compte. Bien, c'est parce que c'est... Faut faire attention. Ben oui, c'est sûr, parce que... Parce qu'on ne veut pas ostraciser la prise de médicaments, parce que des fois, elle est, puis vous l'avez déjà dit dans une chronique, elle est nécessaire. Ben moi, disons que nécessaire, on dirait que c'est pas à moi de le dire, c'est à la personne qui vit son... Mais il y a des gens que ça aide, pour vrai. Oui, c'est comme l'épidurale, là. Je veux dire, on peut aimer ça, l'idée d'accoucher naturellement, puis il y en a que ça a été vraiment une bonne idée, puis je suis pas contre le progrès, puis la science, puis la médecine, mais c'est vraiment juste de dire, c'est placé en avant, là. C'est vraiment placé en avant. Puis ce qu'on observe avec les nouveaux DSM, c'est qu'ils incluent effectivement de plus en plus d'états humains qu'on pourrait dire qui ne sont pas nécessairement pathologiques, en tout cas pas dans mon livre à moi, qui est beaucoup moins lu que le DSM. Oui. Mais aussi, on peut dire qu'on voit des nouvelles, disons, déviances si on reste dans cette lunette-là qui a la santé d'un bord et la non-santé de l'autre côté. Alors que, comme David le dit super bien depuis tout à l'heure, c'est toujours une question de relation avec le milieu, avec la communauté. Qu'est-ce qui fait sens dans cette communauté-là? Moi, je connais peu de gens là, qui n'ont pas traversé un épuisement professionnel dans leur vie. Tout à fait. On pourrait-tu commencer à dire que c'est normal? Oui. On pourrait peut-être arrêter de voir ça comme une pathologie. C'est peut-être un moment où est-ce qu'avec la façon dont on
on travaille trop, oui. ça prend un signal très fort pour nous arrêter. Oui. On peut penser la même chose de l'écologie, l'éco-anxiété. Oui. La semaine passée, j'étais avec des enseignants, puis je leur ai dit, peut-être que c'est une bonne idée qu'ils soient anxieux comme ça, parce que peut-être que pour la radicalité des changements à venir oui. c'est une très bonne idée qu'ils soient anxieux dès l'âge de 10 ans. Je trouve ça plate pour eux, mais je sais pas, on n'a pas regardé comment les enfants se sentaient en 39-45 en Europe. D'après moi, ils filaient pas super. Non. Quand la sirène sonnait, il fallait qu'ils partent dans le métro. Oui. C'était peut-être hyper ajusté à la situation. Oui. Donc, mais quand on reste dans ce rouleau compresseur-là qui ne veut pas regarder ce qu'il y a dans les œillères, puis qu'on continue à dire ça, c'est pas normal, ben là, on manque plein de belles occasions. J'aimerais revenir sur le DSM, parce que c'est une des questions que je m'ai posée et avec l'équipe du PCIM aussi, sur, on aimerait voir la validité. Disons, est-ce qu'il y a des réflexions sur la validité scientifique du DSM et qui a travaillé là-dessus? C'est quoi les critiques épistémologiques qu'on peut voir par rapport à ça? Comment ça s'est construit? Après, ce qu'on s'est rendu compte, il y a un manque de validité scientifique. En fait, la validité scientifique est remise en question depuis plusieurs années. C'est pas scientifique, en fait, comme c'est ça un peu c'est assez paradoxal. Oui, c'est pas scientifique. On est beaucoup dans l'ère des données probantes, là. Mm-hmm. Il n'y a pas toujours des données probantes dans la façon que le DSM se construit. Donc, juste pour clarifier, il y a une validité scientifique qui est mise en question. Aussi, par rapport à la fiabilité, il y a aussi des recherches sur est-ce que c'est fiable. Donc, on voit qu'il y a plein de classifications, on dit état pathologique dans le DSM, qui n'arrivent pas à être fiables. Et après, et ça, c'est notre expérience à nous au PCIM, les effets. Les effets chez les gens, quand on met ces classifications, ces classements, ces labels, en fait, auprès des gens. Donc, il y a des effets réels. Parce que c'est ça que ça fait, le DSM, entre autres. Ça fait circuler tout un vocabulaire de la maladie mentale que tout le monde s'approprie et qui finit par être très sectaire, David. C'est vraiment difficile quand on voit les gens, après après participer dans des projets à l'organisme, de dire enfin, je suis une personne, en fait. Je suis une histoire, j'ai un contexte, ça change et je peux changer, en fait. Je suis pas ça ce qu'on m'a dit. Donc, on va nommer les gens psychiatrisés. C'est-à-dire, quelqu'un a mis un nom, ou lui a mis une étiquette. Oui. Donc, et ça va changer la perspective. C'est stigmatisant, ça. Il y a des études intéressantes sur juste nommer, disons, la relation qui peut se créer quand quelqu'un nomme schizophrène. Donc, on voit juste nommer schizophrène. Ça met une distance. Ça met en distance, même si tu n'as pas la maladie. Mais tu peux le nommer et ça va créer une distance tout de suite. Et c'est comme une métaphore qui s'auto-récrée, en fait. Tu dis ça et finalement, ça va créer ce que tu viens de la nommer. Prophétie. La prophétie qui s'auto-réalise. Mais là, c'est comme si c'est exactement ça dans le film, là, The Arrival. C'est comme si, quand il dit « je suis schizophrène », tout de suite, les présupposés viennent. Et là, il va y avoir une distance. On n'est plus devant quelqu'un, devant un univers qui fonctionne vraiment peut-être pas comme le nôtre, mais qui est très intéressant. Et c'est cette curiosité-là dont ça nous prive, le DSM. C'est la curiosité de l'autre. David et Nathalie, on a eu des exemples aussi récemment dans l'actualité. Il y a eu cette personne qui, en voiture ou en camion, a foncé dans une garderie. Il y a eu un autre cas aussi en Gaspésie, sur le coin d'une rue. Et tout de suite, les politiques ont parlé de santé mentale. On a vérifié au CIS de Laval et on n'a pas trouvé d'évidence qu'il avait eu déjà des problèmes dans le passé de santé mentale. Il n'y avait pas de demande en attente ou quoi que ce soit. Maintenant, le thème aujourd'hui, là, c'est comment on va chercher le 50% des gens qui ne lèvent pas la main quand ils ont un problème de santé mentale, de la détresse psychologique. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est aller un peu plus loin, puis dépister les problèmes de santé mentale. D'ailleurs, demain, on a un forum sur santé mentale en cours de grossesse. On pense que c'est un moment privilégié pour aller chercher les problèmes de santé mentale, la détresse psychologique. Aux enjeux et à la complexité, il peut comprendre pourquoi ce cas de folie meurtrière, comme on l'a vu à Laval, aujourd'hui à Amqui. Parce que ces comportements-là, vu qu'ils ne sont pas rationnels, ne s'inscrivent pas dans ce que doit être une vie en société nécessairement. Et là, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais on a tout de suite décidé que c'était réglé, dans le fond, et là, il faut juste voir comment ces gens-là auraient pu être soignés.
Je sais que Nathalie, vous avez écrit une chronique, mais en tout cas une partie, vous l'avez traitée parce que vous disiez, souvent on vous invite, puis vous refusez souvent. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, ce drame-là nous concerne tous et nous renvoie une image de qui nous sommes. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on porte tous la responsabilité de ce geste-là, mais il va falloir arrêter de parler de loups solitaires, personnes. Ces personnes-là sont le produit d'une société, d'une communauté qui a échoué. Oui. Donc, pour moi, les heures qui suivent, moi, ce qui m'insulte le plus, là, vraiment, là, parce que des fois, je me fâche, mais là, je mets ça dans des chroniques, fait que je suis plus agréable. C'est parfait, ça sert à ça, l'écriture. Mais c'est ça, c'est vraiment... on m'appelle pas pour m'aider à réfléchir, pour les aider à réfléchir ou réfléchir avec eux, mais pour donner des trucs aux parents à qui ce n'est pas arrivé, donc c'était le jour de la garderie, là, qui avaient le bonheur de retrouver leurs enfants le soir, comment rassurer leurs enfants en leur donnant des trucs pour ne pas qu'ils soient anxieux en écoutant les nouvelles. Ouais. Moi, ça, là, c'est vraiment non. Tout est wrong là-dedans pour moi, parce que ça témoigne de comment on est individualiste, ça témoigne de comment on n'est pas en empathie par rapport, ou on a une empathie particulière par rapport à ce qui se passe. Ouais. Et pour moi, va chercher ton enfant à la garderie, serre-le et sois en pensée pour ceux qui n'ont pas leurs enfants. Et ensuite, silence, réflexion sur qu'est-ce qui a pu arriver pour qu'un homme ou une femme ou une personne en arrive là. Oui. Et ça, c'est rare qu'on va là, médiatiquement parlant, parce que ça fait aussi partie de la chaîne. Là. Ce qu'on fait ici, c'est marginal. Oui, on est à côté, on prend le temps de réfléchir et tout ça. Oui. Puis, je suis assez d'accord avec vous, les gens aiment ça quand on prend le temps de Oui, parce qu'on les prend pour des cons. Bien, moi, je sais, ça fait 20 ans que je suis dans les médias, je vous le confirme, les diffuseurs ne respectent pas l'intelligence des gens. Alors que moi, mon premier truc, là, c'est de m'adresser aux gens en partant comme s'ils étaient intelligents, parce que j'y crois profondément à ça. Puis je pense que c'est ça qui élève les gens quand on leur dit les experts vont venir parler. Moi, c'est pas ça. Là. C'est vraiment juste, ça fait longtemps que je réfléchis à ça, je vais réfléchir avec vous. Oui. Puis à la limite, puis là, ça, des fois, ça déstabilise les intervieweurs quand je me dis, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, mais non. Vous? Exact. Vous êtes la spécialiste, vous êtes l'experte. Mais en fait, c'est des drames, évidemment, qui est très fort, très dur. Mais je reviens à l'idée, ça et comme dit Nathalie, ça part de nous. Oui. Et c'est quoi les moyens que socialement une personne peut trouver, quand il dit des moyens, des ressources, quand la personne est en détresse, pour les utiliser, les mobiliser. Est-ce que socialement, on a eu la réflexion pour dire, hey, on a mis plein de choses en place pour que si ça arrive, en fait, que ça n'arrive pas. Donc, comment on s'organise, en fait, socialement, et quelle réflexion on peut porter à plein niveau pour qu'on puisse trouver des moyens pour répondre à ces détresses. Oui. Évidemment, dans les drames, on essaie d'agir, de comprendre rapidement, sauf qu'on a des outils qui sont encore qui décontextualisent tout. Et qui individualisent. Moi, je veux qu'on revienne là-dessus parce que je veux qu'on parle de Ginger Hoffman et qui, elle, a réfléchi à comment reconceptualiser la maladie mentale pour la sortir de la seule dimension individuelle. C'est une professeure de philosophie à la St. Joseph University à Philadelphie, spécialisée en philosophie de la psychiatrie, titulaire d'un doctorat en philosophie au MIT. Elle considère en fait, elle a développé dans un essai qui s'appelle Out of Our Skulls, How the Extended Mind Thesis Can Extend Psychiatry. Donc, elle a réfléchi à le mental à l'extérieur des individus. Mais plus que d'elle, parce que j'ai trouvé aussi, j'admire en fait en fait, un des textes, il le nomme collectivement malade. Oui. Et il va utiliser les concepts du DSM pour les déconstruire de l'intérieur et dire finalement, si on s'attend à la chose, on voit que tous les problèmes sont relationnels. Donc, on peut réfléchir à la maladie mentale. En fait, il faudrait réfléchir à la maladie mentale, pas comme un jeu d'un individu, toujours attaché, comme dit, à une organisation. Donc, elle va réfléchir dans ces termes. S'il y a un problème qui vient d'un individu, et je reviens à l'idée, c'est cette organisation, c'est cet espace d'interaction qu'il faut aller comprendre. Et elle essaye, avec d'autres, évidemment, de nous donner des outils pour pouvoir même être plus efficace, si on parle d'efficacité dans le langage managérial. Donc, pour être plus efficace
pour éviter des violences qu'on peut vivre comme communauté et des souffrances individuelles. Et évidemment, ce n'est pas une formule, c'est plus une formule, disons, un outil pour réfléchir et même nous donner plus de liberté et pouvoir contextualiser, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, en fait. Donc, parce que là, je vais me corriger moi-même. C'est pas elle qui a développé le concept d'Extended Mind Thesis. C'est Andy Clark et David Chalmers à la fin des années 90. Elle est partie de ce nouveau paradigme, en fait, pour réfléchir à la façon qu'on entrevoit la maladie mentale pour l'insérer dans une trame plus collective. Mais on dirait que c'est une vision, oui, comme tu dis, écologique. Oui. De l'être humain, évidemment, du mental. Oui. Tout à l'heure, quand vous parliez des communautés autochtones, c'est ça quand même qui est à la fois désespérant puis en même temps tellement intéressant, c'est que avant la colonisation, on voit ces communautés-là qui prenaient complètement en charge de manière vraiment différente de la nôtre des aspects qui pouvaient paraître exubérants, extravagants, mais tout avait un sens dans une écologie, justement. Oui. Et bon, je pense que plus on déconstruit tous ces systèmes-là, néolibéral, le patriarcat, le colonialisme, plus on revient finalement à des choses qui étaient là avant. Qui fonctionnait quand même relativement bien. Peut-être pas en termes de faire de plus en plus d'argent, mais en termes d'avoir des gens plus... collectivement heureux? Plus collectivement heureux, heureux, c'est... Non. Un bien-être collectif. Oui, puis je dirais... Parce que c'est vrai que heureux, c'est... Oui, bien c'est ça, c'est une autre tyrannie, ça. C'est une autre tyrannie à être heureux tout le temps. Là. Ça, c'est vraiment le but de la vie. Là. Mais disons, peut-être plus équilibré, quelque chose de moins clivé. Là, on a des gens très, très, très fonctionnels qui sont à peu près tous dans le même endroit. D'ailleurs, il y a eu un article du Devoir qui est sorti sur l'accès aux psychologues aussi sur le territoire. Oui. Puis c'est quand même assez... On invite les gens à s'abonner au Devoir. Oui, je m'excuse. C'est correct. Mais, j'ai tellement dit de ne pas le faire qu'on a le droit de dire... Ah, je suis désolée. Mais en fait, il y a eu un article dans un quotidien indépendant qui a dit que c'était un très bon article qui avait fait une espèce de cartographie de où ils sont concentrés les psychologues, parce qu'on est une des provinces où il y a le plus de psychologues per capita quand même. Comme les médecins aussi. Oui. Mais on les voit pas. Mais on est tous dans les mêmes zones et dans les zones, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de santé mentale là ou de souffrance là, mais quand même, c'est un peu comme si ce qui est délaissé continue à être délaissé d'une certaine façon. En fait, il n'y a pas, disons, pour nous, il n'y a pas de négation des états, des situations, des expériences des gens qui souffrent. En fait, on nie pas qu'il y a des problèmes. Non, c'est ça. Mais on veut les comprendre avec, en fait, toute la responsabilité qu'il faut avoir quand il y a ces souffrances qui est exprimées. C'est ça. David, je veux pas que cet épisode-là laisse l'idée que, dans le fond, la santé mentale puis les maladies mentales, ça n'existe pas, là. C'est un problème collectif où il y a de réelles souffrances, mais il faut... Mais moi, je dirais que ça n'existe pas. Mais c'est le titre de ma chronique. Exact. En fait, dans le sens on sait que c'est clickbait, Nathalie, là, pour aller chercher des abonnements. C'est mon chum qui choisit mes titres, parce que je suis très pas bonne sinon. Non, ce que je dirais, c'est que ça n'existe pas comme tel. Ça veut dire pas que la souffrance et l'expression de cette souffrance existent. David, comment on articule tout ça sur le terrain? Parce que là, je sais que les gens écoutent depuis presque 1h30, ils se disent « Ouais, c'est beau ça, cette organisation-là, le projet collectif Inclusion à Montréal. » Mais dans les faits, qui vient cogner à vos portes? Qui vient vous demander de l'aide et comment vous articulez avec ce qu'on vient de dire sur la pensée de Ginger Hoffman, de Todorov, comment on l'articule dans la vie de tous les jours? En fait, je ne sais pas si je veux aller dans notre cadre d'action exact, mais c'est très simple, je vous dirais. Il y a des gens, disons, qui des fois sont des gens qui viennent du milieu psychiatrique, des personnes psychiatrisées. Oui. Je vous donne un exemple très, très de base. En fait, on est dans une rencontre avec un intervenant du réseau, avec une personne qui a été psychiatrisée et un intervenant de notre organisme. La personne s'adresse à notre intervenant. Quand je dis la personne, les professionnels s'adressent à notre organisme. Et la personne psychiatrisée n'existe pas
Dans la même pièce pendant la réunion. On parle de cette personne-là. Et juste faire un geste de la personne qui travaille avec nous, de dire, mais qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est très débat, c'est très simple. Qu'est-ce que tu en penses? Et tout le monde est surpris. En fait, même la personne qui est psychiatrisée dit, ah, moi? Disons, moi? Mais oui, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux? Et évidemment, l'intervenant du réseau... Même je pense que ça fait du bien. Oui, c'est ça. OK, je peux sortir de ça. Passe par ça comme aussi, ça peut passer par... Et on va créer... Actuellement, on travaille avec une humoriste pour, ensemble, avec les gens qui participent à notre projet, qui peuvent être dans des situations de beaucoup de solitude, en fait, qui ne trouvent pas de réponses des fois au logement. En fait, socialement, on n'a pas donné des réponses au logement à certaines populations ou qui vivent, comme je dis, la stigmatisation à cause d'une caractéristique qui est très, très fortement donnée. Donc, ces gens-là, disons, sont en groupe. Il y a une activité, disons, un objectif, une tâche. Donc, la tâche que je vous nomme, c'est comment créer dans les espaces publics des excuses, des rencontres entre citoyens qui peut-être sont gênés de juste parler entre eux parce que peut-être on a perdu cette capacité de socialiser, en fait, de parler à l'autre. Dans un lieu réel, pas de Donc, téléphone. on dit, est-ce qu'on peut... Oui, exact. Faut voir la face de notre... Exact. On part de loin, hein? Donc, comment on peut créer un projet avec une humoriste pour... créer des messages et les laisser dans des espaces publics. Donc, il y a un groupe qui a une tâche auquel il construit quelque chose qui fait du sens parce que c'est eux aussi qui ont des idées, qui sont en train, avec l'accompagnement de cet humoriste, on dit l'artiste, qui va leur donner des moyens d'expression, mais aussi qui va donner donner des moyens d'expression à la communauté pour pouvoir entrer en interaction plus facilement. Et donc, autour de ça, c'est une tâche qui est structure. En fait... Peu importe si tu es diagnostiqué ou pas, mais tu as un rôle à jouer qui est significatif pour la communauté, pour l'organisme et pour les gens qui participent. Et on voit, en fait, c'est très simple, on dit, mais écoute, mais oui, ça change ton rôle que depuis longtemps tu as donné. Évidemment, ça prend du temps, on parle toujours du temps. C'est des processus qui prennent du temps pour élaborer le projet, mais aussi pour apprendre et trouver ces moyens qui vont nous permettre d'être ensemble, de respecter l'autre. Donc, dans ces groupes, on va mobiliser plein de moyens que les gens vont pouvoir utiliser pour construire les projets, que c'est l'objectif, et pour être ensemble en même temps. En fait. Donc, disons, ce type de projet, donc, ça passe par un atelier artistique, ça peut passer par des espaces de discussion, donc, par plein de moyens, en fait. Mais moi, des projets comme ça, là, à chaque fois que j'ai affaire à aller dans un organisme communautaire, je pleure tout le temps. Là, je trouve ça tellement beau. Mais c'est vrai, c'est le sel là, d'une communauté. Puis c'est souvent ce qui est le moins bien financé. Tout à fait. Tu sais, souvent, je fais la blague, là, à la base de la santé mentale, il y a la culture, là, le langage notamment, et le lien social. Bon, regardez les budgets les moins financés dans nos sociétés. Mais c'est ça qui tient le sens, en fait, qui redonne du sens à des existences. Je trouve ça magnifique. Et des fois, c'est presque trop simple. C'est comme si c'est pas assez, justement, si on reprend le contenant langagier, il n'y a pas assez de cibles dans tout ce que tu as raconté, David, tu n'as jamais parlé d'une idée de rétablissement. Tu n'as jamais dit qu'on allait soigner, remettre la personne sur pied. Avec des objectifs, un échéancier. Exactement, un plan de traitement et tout. Mais ça, c'est du grichage sur la ligne pour moi, ça aussi. Puis, mais c'est souvent juste de ça qu'on parle. Alors que la personne, c'est pas nécessairement ça qu'elle souhaite ou que c'est pas là-dedans qu'elle est engagée dans sa trajectoire d'existence à elle. Puis on arrête juste de parler d'elle sans s'adresser à elle, notamment. Là. C'est magnifique. Est-ce que, tu sais, on a dit tantôt au PCIM, il y a cette idée aussi d'influencer par rapport aux décideurs, de changer un peu le discours. Ça fait, je sais pas combien d'années que tu es là? 8 ans. Est-ce que tu sens... Je sais que je connais déjà la réponse. Est-ce que tu sens que ce discours-là que vous essayez de mettre de l'avant, puis je pense pas que vous êtes les seuls aussi dans le réseau communautaire. Est-ce qu'il fait son chemin? Est-ce qu'il y a des avancées où on est encore au même niveau
disons, au niveau politique, Ouais. je vous avoue que c'est difficile d'avoir une voix, pas juste dans ces sujets, au milieu communautaire, juste pouvoir rencontrer un ministre. Ouais. Bon, c'est compliqué, en fait. Avoir accès, juste pour expliquer ou pour entamer une conversation, je trouve que c'est difficile. Mais à d'autres niveaux, ça se passe. Mais j'ai vu, c'est paradoxal parce que des fois, on nous envoie les milieux institutionnels des belles idées. Ouais. Quel communautaire devrait faire? Mais on hein? est ailleurs parce que ça fait des années qu'on avait fait ça. Ouais. Et je nomme ça parce que c'est drôle, parce que des fois, il y a des chercheurs qui viennent voir les pratiques. Et en pratique, qui pointe, qui est comme « Ah, ça, c'est la pratique. Ouais. » Donc, il y a tout un langage qui va être repris par un milieu institutionnel parce que le chercheur a nommé ça. Ouais. Ces milieux institutionnels vont dire « Ah, ça, c'est la pratique. » Les politiques vont l'apprendre. Ouais. Ils vont dire « Ah, c'est ça ce qu'il faut faire les communautaires. » Quand? Ça vient de là. Ouais, boy, OK. Et on s'est dit comme « Hey, mais attends, parce qu'on est ailleurs. Ça fait des années qu'on on a fait cette réflexion, mais... » Fait que le chercheur institutionnel, entre guillemets, vient vous voir, trouve que vous faites des belles choses, les ramène dans son université, il réfléchit, envoie ça. Il crée une théorie, un concept. Ouais, et tout ça, ça prend 4-5 ans. Puis après, on nous revient. Et le politique vous revient, regardez la belle On idée. vous finance si vous faites ça, mais je dis, mais on est ailleurs. Ouais. Donc... Vous avez déjà évolué. Et oui, on est dans une autre réflexion, donc merci. Évidemment, on va jouer le jeu. En fait, on va dire, ah oui, on va faire ça, mais on fait autrement un peu pour continuer à écouter, parce qu'on travaille, c'est les gens, en fait, qui sont dans le terrain avec nous. Donc, voilà, c'est dur de ne pas être cynique à un moment donné. Donc, mais on s'est dit, bon, et on essaye de nommer ça aussi, de dire, hey, on peut avancer plus si vous nous... En fait, parce que des fois, c'est drôle parce qu'ils vous disent « Ah, on reconnaît l'expertise du milieu. Ouais. » Donc, si vous reconnaissez l'expertise du milieu, par exemple, vous pouvez nous donner l'argent à la mission au lieu d'un projet que vous avez réfléchi entre vous pour qu'on l'ait. Donc, et on va faire ce qu'on sait faire avec ces montants. Parce qu'on va être, parce qu'on va être autonome pour pouvoir continuer à faire l'innovation sociale. Donc, parce que si je parle d'innovation sociale, et c'est ça ce qui m'a frappé quand je suis arrivé au Québec, c'est comme, hey, il y a tout un secteur qui fait l'innovation sociale. Après, j'ai commencé à comprendre que les gens ne les reconnaissent pas. Nathalie, avez-vous l'impression, votre tribune, vous l'avez depuis 2021, avez-vous l'impression de participer, là je sais que c'est une mauvaise question parce que c'est dur de répondre, mais j'imagine que quand même, vous faites du terrain aussi, vous faites de la... Avez-vous l'impression que votre tribune que vous avez créée participe à un changement, ne serait-ce que juste de mentalité? Ben moi, j'ai l'impression que les gens sont contents qu'on s'adresse à eux comme des gens capables de penser. Ça, c'est chouette. Puis, la chronique, là, c'est un courrier du cœur. Hein? C'est vraiment ça qui était... Vous le faites aussi parce que vous terminez souvent avec un appel au récit. Il y a un appel au récit. Puis, la petite histoire, c'est que le journal qu'on ne nommera pas m'a demandé d'écrire des... Il y a Christian Rioux, mais il y a des belles choses aussi au devoir. Il y a des belles choses. Il y a vraiment des gens très chouettes et très ouverts parce que quand ils sont venus me chercher, ben, je pense qu'ils s'attendaient à ce que je fasse de la chronique en tant qu'expert. Ils m'ont dit, on aimerait ça prendre soin des gens. C'était après la pandémie. Puis moi, j'aurais dit, mais je connais pas vraiment d'autres façons de prendre soin des gens que de leur demander de se raconter. Et donc, j'ai dit un courrier du cœur, c'est sûr, imaginez, là, au devoir. Fait que j'étais comme, tu sais, genre Louise Deschâtelet, mais au devoir. Allons-y, là. Et ils ont dit oui. Ils ont dit oui, go, vas-y. Et puis, mais des fois, c'est une déferlante, là. Les gens... Puis moi, ça me touche à chaque fois, vraiment sincèrement, là. Quand je m'assois puis je me mets à lire ce que les gens ont écrit, c'est qu'ils ont joué le jeu. Mais quel jeu? Le jeu humain, tout simplement. Et je dis pas qu'ils vont nécessairement tous mieux après. Non. Mais c'est quelque chose de penser à ce que tu veux dire. C'est quelque chose de prendre le temps de l'écrire et après, tu sais que ça va être lu parce que je me fais un devoir. Ça s'appelle le devoir du cœur, mais des fois, j'y arrive pas toujours. Mais je les lis puis je leur réponds. Puis je les ai vraiment lus. Puis moi, je dis toujours, imaginez, là, si tous nos systèmes, là, on avait une super adjointe administrative à l'entrée, là, au lieu des boîtes vocales. Là, faites le 1, votre appel est important pour nous et tout ça.
un visage, là, c'est le philosophe Emmanuel Lévinas qui disait que le visage, c'est un accès à l'éthique. Mais pensez à toutes les interfaces d'accès à santé mentale qui n'ont plus de visage. Oui, tout à fait. Alors qu'un simple visage, et là, bon, ils ne voient pas mon visage, mais ils m'écrivent à moi et je leur réponds, puis je ne fais vraiment pas de la psychothérapie, mais je vais juste leur dire, je vous ai lu, telle chose m'a touchée. Mais... C'est ça, la santé mentale. Des fois, imaginons si plein de gens faisaient ça entre eux, avant 150 ans, là, ben, c'est ça que faisaient les gens. David, on termine avec vous? En fait, quand tu parles, Nathalie, c'est comment permettre aux gens d'avoir d'autres narrations pour raconter. Donc, ce que je vois dans la chronique, c'est ça, ce qu'on trouve chouette de la chronique que tu fais dans ces journaux, en fait. Et c'est comment tu nous amènes avec une autre narration pour parler, pour nommer des choses que, des fois, c'est des mots qui sont empruntés d'un milieu qui est désincarné. Donc, c'est comment incarner. Donc, tu nous donnes une autre narration et je trouve ça que c'est des choses qu'on pourrait faire, en fait, pour nommer notre souffrance. Oui. Eh bien, merci David Castrillon Velasquez. Merci d'avoir fait appel à la balado, d'avoir... merci à toi. Oui, mais vraiment, non, c'est... puis je pense le dialogue et la réflexion va se poursuivre. Nathalie Plate, merci. On vous a envoyé un courriel. Vous avez dit oui tout de suite. Vous êtes partie de Sherbrooke. Mais bravo. C'est l'intelligence du cœur, peut-être, hein, de faire confiance. Je suis un peu comme ça dans la vie aussi. Fait que c'est pas pour rien qu'on est assis en face de l'autre. J'ai écouté ma petite voix. Oui, il faut l'écouter. Ah. C'est ça. Merci. Il faut l'écouter, notre petite voix. Merci à vous deux. C'était passionnant. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 35e épisode qui fut passionnant, très, très, très enrichissant sur le plan de la réflexion. Merci beaucoup à Nathalie Plate d'avoir pris la balle au bon. On s'est écrit, ça fait peut-être 2 semaines environ. Nous, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur cet épisode-là avec David du PCEIM. On n'espérait pas que Nathalie réponde et si vite. Et oui, en fait, on n'était pas sûr, mais tout de suite, elle a répondu oui. Alors merci, ça a vraiment nourri la réflexion. Je vous invite encore à vous abonner à l'infolettre de la balado. Vous allez sur lefredsavard.com, c'est très, très, très facile. Et le lundi, j'envoie tous les liens. Et là, il va y en avoir beaucoup pour cet épisode-ci parce que beaucoup de gens, penseurs, philosophes, chercheurs, qui ont été cités, on va les mettre dans l'infolettre. Et David me faisait remarquer qu'il a complètement oublié de parler d'un volet important du PCIEM. On parlait de ce qu'ils font sur le terrain, mais entre autres, ils offrent des formations en inclusion pour les organisations, pour tout genre d'organisations. Et dans le fond, pour matérialiser un peu tout ce qui a été abordé dans l'épisode. Donc, je mettrai les liens aussi dans l'infolette et sur la page Facebook, mais je vous avoue que de plus en plus, là, je mets tout ça dans l'infolette parce que c'est pratique et vous aimez beaucoup ça, les gens qui sont abonnés. Alors voilà, vous allez sur lefredsavard.com, très 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 simple de s'abonner à l'infolettre et on va terminer en musique, évidemment. J'ai tenté de trouver une chanson qui respectait un peu l'esprit et l'ambiance de cet épisode-là. Et je pense avoir trouvé avec le groupe Renard Blanc, groupe de Saint-Hyacinthe, salutations, ville natale, que moi j'ai découvert avec l'album Nuit, qui est sorti en 2017. Ils ont sorti un album cet hiver, J'ai vu le soleil mourir et la lune pleurer. Et sur le site Bandcamp de Renard Blanc, on peut y lire que cet album-là, J'ai vu le soleil mourir et la lune le pleurer, très beau titre, est un voyage à travers la dépression, le déni, la résilience. C'est un album qui s'est fait dans un moment d'incertitude, de chaos physique et psychique, de remise en question. C'est un album, entre autres, qui a été écrit pendant la pandémie et je trouvais tout à fait approprié de vous offrir une pièce de cet album-là. C'est la pièce qui clôt disque, la pièce Catharsis. Alors voilà, c'est ce que je vous offre pour terminer cet épisode. Bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Mes oreilles, fais-la sourde oreille, mes surveille, mes parents, surtout jamais, mes surveille, après tout on est tous peut-être un peu pareil, on a tous un
I saw